And I don't think there's any race driver that could really tell you why he races. But I think he could probably show you. Bonjour à tous, amis du cinéma et des sports mécaniques, puisque c'est cette première image avec laquelle nous ouvrons l'émission est un hommage à Steve McQueen. Steve McQueen, disparu il y a bientôt 35 ans, un 7 novembre 1980, à l'âge de 50 ans. Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre, c'était la devise de James Dean, elle aurait pu être aussi la sienne. Il est aussi au sommaire, au générique de notre émission du jour, puisque un film consacré à sa grande aventure du Mans fait partie de nos choix. Générique. Et pour parler cinéma ce soir avec nous, De Barbu, notre émission aurait pu être sponsorisée par une marque de rasoir bien connue. Bonjour, honneur aux débutants, aux nouveaux venus. Nicolas Rieu, pardon. Nicolas Rieu. Bonjour. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Très bien. Merci d'avoir accouru à cette invitation aux côtés de ton camarade Thomas Périllon. Quasiment un récurrent maintenant dans ce feuilleton hebdomadaire qui est devenu Cinéwatch. Beaucoup de choses, donc on l'a vu au générique, une femme infidèle, un cauchemar en cuisine, la guerre qui n'en finit pas, etc., etc. On va commencer justement par le cauchemar en cuisine, messieurs, puisque le film avec lequel nous ouvrons s'appelle À vif. Non pas Les nerfs à vif, comme un film bien connu de Scorsese, mais à vif. Et pourquoi à vif? Vous allez comprendre, ça se passe derrière les fourneaux. Image. Adam Jones, on t'avait enterré. Monsieur Jones, votre carte de crédit a été refusée. Oh merde. Si tu essaies d'ouvrir un nouveau restaurant, il y a au moins 12 personnes qui mettront ta tête à prix. J'ai eu le temps de réfléchir à ce que tu m'as fait. C'est cool, ok? On était comme des frères. 3 ans sans le moindre signe. Qu'est-ce que tu cherches? Je vais ouvrir le meilleur restaurant du monde. Enlevez! Oui, chef! J'ai trouvé une chef de partie qui ne sait pas qu'elle est géniale. J'ai besoin que tu le fasses avec Un moi. connard qui s'appelle. C'est un chef. Ton CV est génial, cet agneau est vraiment une tuerie. Tu bosserais pour rien? Pour rien? Tu bosserais pour rien pour moi? Si j'apprenais des trucs, oui. T'as une chambre d'amis? T'es sûr qu'il est célèbre? Si t'arrives à en avoir 3, c'est que t'es Yoda. Mais si c'était Dark Vador? Je voudrais me racheter pour Paris. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? J'ai essayé de tout contrôler. La cuisine est l'expression de quoi? On devrait procurer des orgasmes culinaires. Il faut absolument que j'évite de parler cuisine avec vous en public. Je ne suis pas sûr d'y arriver. Vous n'y arriverez pas tout seul. Tu es le meilleur. Nous comptons tous sur toi pour nous amener là où nous ne pourrions pas aller seuls. C'est l'anniversaire de ma fille, Lily. Je veux un gâteau. Non, désolé. Mais tu es chef. Tu travailles sur commande. Tu es l'ogre, celui qui hurle? Oui, mais je fais de bons gâteaux. Alors? J'ai déjà vu mieux. Ah ouais. À vif, donc, de John Wells. John Wells qu'on connaît parce qu'il a signé au moins un grand film dans sa filmographie. Il s'agissait de Un dimanche à Osage County, puisqu'on dit Osage County. Osage County, ouais. Ce film s'appelle À vif, mais en fait, ça aurait pu être À feu vif. Parce que là, finalement, quels arguments donnent le titre pour qu'on rentre dans une histoire comme celle-là? Alors, effectivement, il y a Bradley Cooper en tenue de cuisinier, mais je sais pas, à vif, qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers ce titre? Qu'est-ce que tu en as pensé? En fait, à vif, le titre joue sur un double jeu de mots. En fait, à vif, le côté cuisine, etc. Et à vif, le personnage de Bradley Cooper, qui est un écorché, qui traîne un passé lourd et mystérieux, que le film va ménager pendant tout son récit. Donc voilà, il joue là-dessus, et grosso modo, c'est un drame, plus qu'une comédie, contrairement à ce qu'on pourrait... ce que laisse pourrait penser. entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse entendre la bande-annonce, oui. C'est ça. Et ce que laisse
Le film se regarde, il est divertissant, il est efficace, on a un très beau casting, que ce soit dans les premiers, dans les seconds rôles, etc. L'univers de la cuisine est très très bien représenté, c'est sûrement le point fort du film. Ça se passe à Londres ? Ça se passe à Londres, ouais. Et non à Paris ? Et non à Paris, même s'il y a Omar. Après, son problème, je dirais, c'est qu'il n'a pas quelque chose de fort à proposer, en fait. D'accord. Il n'y a pas très longtemps, on a eu un chef de Jon Favreau qui avait vraiment des arguments, qui défendait quelque chose et qui était très très bon. Oui. Là, malheureusement, la recette manque un peu de saveur. Un peu de saveur, c'est un peu fade. Ou un Exactement. Peu d'accord. C'est un peu trop fade. Ouais. Bradley Cooper, voilà, si on place ce film dans sa filmographie, c'est un film mineur. C'est un film mineur dans sa filmographie. Lui est bon dedans. Il porte vraiment le film et il le fait très bien, comme il le fait toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours. Enfin, moi, je le trouve toujours excellent. Voilà, après c'est le film qui malheureusement a pas une importance folle, qui je pense s'oubliera assez vite quand même. Un mot sur la participation d'Omar Sy. Alors il est là, il a un rôle. On avait pas mal reproché à Jurassic World que son rôle était quand même un petit peu rajouté et il pouvait être dispensable. Là pour le coup il a une importance dans le récit. Le récit fonctionne en partie en comptant sur lui. Maintenant, c'est pas une prestation extraordinaire. Voilà, mais en tout cas, on note que il fait bien son travail, puisque aux États-Unis, on continue à l'employer, même si ce sont des choses comme ça anecdotiques pour nous lorsqu'on sait sur quoi s'est forgé sa carrière en France. Mais voilà, il n'y a rien d'indigne là-dedans. C'est pas que du cacheton. Non, pas du tout. Ça lui permet d'étaler encore un petit peu sa facette, de montrer d'autres choses. Là, bientôt, il y a un thriller où joue un méchant qui va sortir en vidéo. Voilà, il apparaît de plus en plus, il a de plus en plus d'importance dans les films, etc. Ça reste pour l'instant des rôles secondaires, mais il fait son petit chemin. Il fait son chemin. C'est pas mal. Donc on va changer d'univers, on va revenir en France avec une production originale, un film d'animation, Avril, ou Le Monde Truqué. Et Le Monde Truqué. Et Le Monde Truqué, pardon. C'est d'émotion, c'est parce qu'il y a tant de beau monde dans ce film, et surtout c'est inspiré des dessins de Tardy que j'en ai perdu ma plume d'une certaine manière. Image. Vous aimez la chimie? Vous n'avez rien de plus récent? Les nouveautés en sciences, c'était au siècle dernier. Tu as de la craie sur le nez. Tu me chatouilles. Avril, chut. J'aimerais bien danser. Un chat, ça ne danse pas. Et ça ne parle pas. Alors silence. Eh ben, t'étais où, mon cœur? Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? On repart à zéro et on s'embrasse? Quand je pense que je cherche mes parents et que c'est sur toi que je tombe. Mon surnom de famille. Pops. Avril. Oh, comme tu as grandi. Oh, regarde. Je devais te faire la surprise. La fête est gâchée. C'est pas des retrouvailles, ça. Mais si grand-père, c'est des retrouvailles. Pops, c'est Pops. Tu as oublié. Stop! Les mains en l'air! Avec plaisir. On applaudit.
comment ne répondre plus? Enfin, vite je dis, un peu de courage. J'y suis bien arrivé, moi. Et je pourrais être votre père. Je m'en fous, je bouge pas. Allez, on se dépêche. Et pourquoi y a pas d'escalier sur ces saletés d'arbres? Fermez les yeux et laissez-vous glisser sur cette splendide liane. Avril et le monde truqué, donc une entreprise ambitieuse, comme vous avez pu le voir, inspirée du coup de génie et coup de trait de génie de Tardy. Tardy qui avait déjà été sollicité, en tout cas appelé par le cinéma et impliqué dans une production cinématographique. On pense à Adèle Blanc-Sec pour Luc Besson il y a quelques années, mais c'est vrai qu'il y a chez lui un sens de l'arrière-cadre, un sens de la panoramique qui est déjà cinématographique lorsqu'on feuillette ses ouvrages. À suivre, une autre production française, on quitte la couleur pour un contexte familial, un petit peu empesé. Ça s'appelle La dernière leçon. C'est avec Marthe Villalonga qui est époustouflante, Sandrine Bonner, une relation mère-fille. Regardez. Bon anniversaire, mamie. C'est le rouge à vert. Il y a maman qui veut faire un discours. Mais chérie, je vous ai toujours dit que quand les forces viendraient à me manquer, je souhaiterais partir. Le moment est arrivé. Tu peux pas nous mettre au pied du mur comme ça, c'est pas possible. Mais à 92 piges, elle est moins coincée que toi. Elle est libre et c'est ça qui vous rend ouf. Maman est en pleine dépression, c'est tout. Je connais très bien ma mère. Elle est juste très déterminée. Vous ne me comprenez pas. Il faut m'aider maintenant. Tout ce que vous allez arriver à faire là, c'est vous tuer vous-même. C'est mon rêve. Ce que tu veux faire, c'est de t'avoir un exemple, une avancée pour la société, hein, mais que nous, là, hein, on dorme plus la nuit, là, que la famille soit devenue comme Beyrouth. T'en as rien à foutre, toi, rien. Tu sais ce que j'aime le plus en toi? C'est ta foi. Ta foi en la vie. Tes rêves, tes idées. Tu baisses jamais les bras. M'amuser, tu vas jusqu'au bout. Toujours. On va se donner plus de temps. Je t'en supplie, reste avec nous. Ne t'en vas pas. La dernière leçon. Ah oui. La dernière leçon de Pascal Pouzadou. Un film très touchant, un film automnal, inspiré d'une histoire vraie, puisqu'en fait il s'agit de l'adaptation du roman de Noël Châtelet. Noël Châtelet qui, a 10 ans, dans un livre qui avait été fortement commenté à l'époque, racontait justement comment elle avait accompagné sa propre mère vers une mort choisie. Le film tourne autour de cette thématique-là, évidemment, mais donne lieu à un échange entre acteurs assez savoureux. Pascal Pouzadou est plus une adepte de la comédie. C'est quelqu'un qui a fait 2 films auparavant, dont De l'autre côté du lit avec Danny Boone il y a quelques années, Danny Boone et Sophie Marceau. Et c'est justement ce qui a plu à Noël Châtelet au moment de céder les droits. C'est-à-dire que Pascal Pouzadou, il y a 10 ans, dès la sortie du livre, avait sollicité l'auteur pour en faire un film. Noël Châtelet estimait qu'il était un petit peu tôt pour permettre à d'autres de s'approprier son histoire. Elle a attendu, mais c'est justement le fait que Pascal Pouzadou vienne de la comédie qui l'a intéressée, parce qu'elle ne voulait pas que le sujet déjà grave en soi devienne carrément plombé ou plombant. Donc je vous encourage à aller voir ce film destiné à un public large. Ça fait toujours plaisir de vous revoir Marthe Villalonga. Ça fait toujours plaisir de revoir Marthe Villalonga, absolument. Et Sandrine Bonner, qui reste lumineuse de film en film. Les années passent, mais pas pour elle, j'ai l'impression, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que ça donne envie. En tout cas, ça rappelle un peu les souvenirs. Le film de Jean-Paul Rouve avec Annie Cordy. C'est une bonne référence. Le film était de qualité et avait plu, très effectivement. bien. Puis c'est bien de voir que
le troisième âge a un peu de représentation au cinéma. Oui. Alors, on peut peut-être faire une parenthèse sur le fait que ce genre de film, tel qu'il est ciblé, et compte tenu du sujet, il semble s'adresser, peut-être que vous allez me contredire, à un public plus provincial que parisien. Je me trompe comme ça, a priori, ou pas? C'est possible. Je pense que oui, c'est possible. Après, l'histoire a l'air suffisamment universelle, je pense, pour pouvoir peut-être parler à tout le monde. Ouais. Un petit peu moins plombante d'apparence, bien sûr, que par exemple le film de Brisé, Quelques heures de printemps, je crois que c'était ça le titre, qui était un petit peu le même sujet, sauf que là c'était le fils avec sa maman. Oui. Donc ça peut tout à fait correspondre et toucher les gens. Très bien. Eh ben, vous savez quoi? On va s'accorder 3 petites secondes de pause et on va revenir avec quelque chose de... Ça va vous plaire. Dope. Alors, est-ce que vous êtes dope, les gars? On espère. Dope. Dope, c'est le titre d'un film américain qui a été présenté à Cannes dans le cadre de la quinzaine des réalisateurs. Un film qui, selon son programmateur, son programmateur, joue des clichés sur les Noirs, quoi, sur les blacks américains. Et le film dégage un peps incroyable. On va avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus amplement. Et puis, pour ce qui est du peps et de l'énergie que ce film dégage, sachez que la bande originale est signée Pharrell Williams. Image. Allow me to introduce myself. My name is Malcolm Adekambi. What shoes you got on? Oh, yes. Come about those right now. Malcolm Adekambi is a geek. Malcolm's friends, Diggy and Jib, are also geeks. All I want to do is a zoom zoom and a boom boom. Word. You gonna say something or just stare at me? Malcolm, Jib, and Diggy don't play sports, and they aren't in a gang. They're always getting ridiculed because they're into white stuff, like getting good grades and applying to college. Still great. We're in our senior year. It is time we started expanding our horizons. We're not going to a drug dealer's birthday party. Whoa! Is that real? Yeah, how'd you get this? Party. Such is the life of a geek. Don't make fly. Do you have what I left in the backpack? Did he actually say I'll kill you and your friends if you don't get rid of these drugs, or just you? Don't act like you weren't curious too. We don't know nothing about drugs. You do. We need to know if you're gonna help us. I don't want to go to jail. I want to go to college. I'm eating good. Can't bring me down. Can't bring me down. Can't bring me. Who do you think you are? Are you real? Or are you a fake? Who am I? Allow me to reintroduce myself. My name is... Can you dig it? Dope de Rick Famille. Ah, j'ai été piégé. On va pas s'y risquer. Je voudrais quand même rendre honneur à Edward Weintraub, que j'ai écorché tout à l'heure. Edward Weintraub, c'est le délégué général de la quinzaine des réalisateurs, et c'est lui qui disait « Voici une comédie qui joue avec les clichés du genre et de la représentation des Noirs à l'écran ». Je crois savoir que ce film vous a pas mal intéressé. Oui, effectivement, c'est un film qui est très tonique, qui a une énergie qui lâche jamais qui baisse jamais en intensité. Et la musique, la bande son, elle est géniale. Donc, tu l'as dit, c'est avec Pharrell Williams qui a supervisé toute la production musicale. C'est une vraie réussite. C'est un film qui a conquis le public à Deauville, que je crois qu'il a obtenu le prix du public au dernier festival de Deauville. Il a échappé, enfin, il a raté le Grand Prix, je crois, mais il a eu le prix du public, ce qui est
Bon, c'était un prix, je pense, tout à fait honorable, parce qu'avec 99 Homes, qui a eu le Grand Prix, c'était les deux films, je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui se détachaient de la sélection. C'est un film, comme on dit, low cost, enfin, c'est une production indépendante, ça se sent à l'écran, ça ne se sent pas à l'écran, ça contribue, le fait d'avoir eu peu de moyens contribue à donner un film comme ça, péchu, tonique. C'est suffisamment créatif, inventif, il y a plein de bonnes idées, c'est drôle, c'est plein d'esprit pour que ça fonctionne en fait. Alors il y a quelques petits moments où ça patine un peu plus sur l'intrigue, mais c'est... Mais en quoi ça joue sur les clichés justement des Nord-Américains ? Parce qu'il est pas... Ouais, quoi, c'est parce que le fait que le profil du geek, il est blanc, quoi, c'est ça Voilà, déjà, ce sont des geeks qui écoutent du hip-hop des années 90, et donc c'est vraiment un gros mélange entre... C'est vrai que le geek maintenant, dans le cinéma, à la télévision, il est mis en valeur, et il a un profil particulier, et c'est vrai que là, il est dans un profil tout à fait différent, avec un look, cette coiffure afro très rétro, et ce petit trio qui fonctionne très bien, je trouve, qui est assez bien équilibré. Nicolas ? Ouais, en fait, c'est vrai que le cinéma a tendance souvent à représenter la communauté afro-américaine, des quartiers comme ça difficiles, comme des délinquants, etc. On tombe vite dans le Training Day, ce genre de choses. Là, non, là, on a vraiment on a un trio de personnages qui est complètement en dehors des clichés de leur environnement. De leur environnement. Et ça participe un petit peu, je trouve, à une vague du cinéma en ce moment américain, qui essaie d'exorciser un petit peu ces clichés-là. Il y a eu beaucoup de bavures policières qui ont fait la une des faits divers ces derniers temps. Et depuis quelques temps, voilà, il y a Dope, il y a Straight Outta Compton, il n'y a pas très longtemps, il y avait eu Fruitvale Station l'année dernière. On sent que le cinéma indépendant, en tout cas, essaie un peu de dénoncer ces clichés, ces éternels clichés qui résument presque la communauté afro-américaine à des délinquants, à de la criminalité, etc. Alors que c'est pas ça. Il y a des personnages comme celui-ci qui aspirent à s'en sortir, qui aspirent à être normaux. C'est un film optimiste. Moi, je l'ai ressenti comme ça. C'est un film optimiste qui évoque, comme tu le dis, la ségrégation sans devenir moralisateur. C'est un film où vraiment on fait ressortir le positif tout en ayant un discours sous-jacent. Et je trouve, du coup, c'est vrai que ça fonctionne. C'est efficace à ce niveau-là. Ben voilà, vous avez donné envie, je crois, aux gens derrière la petite lunette là-bas d'aller voir ce film qui est l'un de nos choix pour les sorties du 4 novembre. Eh bien, retour en France, on traverse l'Atlantique, on revient chez nous, on change d'époque. Je n'ose pas vous demander ce que vous faisiez en 1940. Vous n'étiez certainement pas né, peut-être que certainement vos parents non plus. Exactement. Tout ça pour vous dire que le nouveau film de Christian Carion évoque cette période en France, la période de l'Exode. Le film s'appelle En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est une grande fresque qui a réclamé au niveau de figuration la participation des gens du Nord, puisque c'est le pays de Christian Carion. On va s'attacher à un aspect particulier de ce film dont la musique est signée Ennio Morricone, et qu'on retrouve tout de suite en studio, accompagné justement par Christian Carion. Moi, Morricone, c'est d'abord ça, c'est l'émotion. Bien sûr, le talent, mais c'est d'abord l'émotion. Et il a vraiment quelque chose qui lui est propre, une signature, c'est quelques notes, et d'un seul coup, ça prend. Je les connais, ces moments-là. Je les ai écrits, je les ai tournés, montés. Il n'empêche que quand lui, il arrive, avec ses notes et son émotion à lui, c'est une énergie, un apport énorme. Io non avrei voluto fare più film di guerra.
Quando io l'ho visto ho capito che è un'altra cosa. Questo è un film di persone che cercano la pace, la tranquillità. Le truppe che hanno invaso la Francia, le scopriamo al lato di questa carovana che si mette in marcia per andare verso la libertà. Voilà, la musique peut être un moyen aussi de rentrer dans un univers cinématographique. Avec Ennio Morricone, c'est patent, c'est manifeste. Qu'est-ce que vous pensez d'Ennio Morricone? Ennio Morricone, ça forcément, ça nous évoque les westerns, ça nous évoque les films spaghetti, Sergio Leone. Exactement. Donc c'est vrai que là, c'est surprenant de le retrouver comme ça dans une production française sur un film de guerre. Mais ça peut être intéressant à découvrir. C'est-à-dire qu'il y a une fibre lyrique et romantique chez Carion qui colle manifestement au travail de Morricone. Ce travail sur les cordes assez reconnaissable parmi 100. Oui, c'est qu'il a cette force de ne jamais faire des musiques juste de soutien, mais de faire des vrais thèmes. Oui. On retient le thème, on entend un thème et voilà, c'est ce qui fait de lui un des plus grands compositeurs. Un des plus grands. Hein. Un des plus grands. Ouais. Un des plus grands, mais pas un des plus sympathiques. Hein. Ah. Là, ça n'engage que moi. Bon, quitte à parler musique, moi j'ai toujours préféré Nino Rota, donc le compositeur des grands films de Fellini, mais aussi de la fameuse valse du parrain de Coppola. Mais j'ai eu l'occasion, et je pensais la chance de rencontrer il y a quelques années Ennio Morricone, et ça a été un de mes cauchemars journalistiques. Je m'autorise à vous le raconter aujourd'hui parce qu'il y a prescription. Hein, Monsieur Morricone ne s'en souvient certainement pas. Moi, je n'ai pas oublié, Ennio. On m'avait envoyé l'interviewer parce que sortait une anthologie de ses œuvres et que interdiction avait été donnée aux journalistes et donc à moi de parler de son travail avec Sergio Leone. Sous-entendu, Monsieur Morricone, il maestro, parce que c'est comme ça qu'il fallait l'appeler, a fait autre chose que des bandes originales pour Sergio Leone. Et j'ai trouvé ça déjà, je trouvais que ça engageait mal l'interview, quoi. C'est comme si, je sais pas, c'est même juste inimaginable, quoi, non? Oui, bah c'est quand même un pan de sa carrière non négligeable. Que serait Ennio Morricone sans sa rencontre avec Sergio Leone? Et vice-versa, peut-être. Donc voilà, j'ai été, pour une fois, je me suis tenu, j'étais correct, c'est-à-dire que j'ai dit oui. Je me suis dit, je vais pas commencer, on va pas faire de la provoque, je ne vais pas commencer par cette question-là. Mais cette question est assez vite venue dans la conversation. Et puis après, il s'est passé une chose étrange. Et franchement, à vivre, je vous promets que c'est excessivement désagréable. C'est-à-dire que vous avez en face de vous un maestro, et c'est comme ça qu'on l'appelait, qui ne vous regarde pas. Parce que vous êtes en dessous de sa condition. C'est vraiment l'image, l'idée qu'il veut vous faire passer. Qui a à côté de lui un interprète terrorisé, qui traduit mal mes questions, parce qu'il sent que, aux entournures, il y aurait chez moi peut-être une envie d'en découdre un petit peu, quoi. Et en fait, ça a dégénéré, et ce monsieur Morricone qui ignorait que je dominais l'italien, enfin que je le comprenais en tout cas, s'est mis à me traiter de nom d'oiseau peu fréquentable, et là, j'ai dû me lever. Oui, écoutez ça, je me suis levé, c'est magnifique, c'est un truc à faire, ça, c'est une force incroyable. Je me suis levé, je suis parti, et j'ai planté là ce monsieur en disant que jamais personne ne m'avait parlé comme ça, et que j'autoriserais même pas mon père à me parler aussi mal que lui l'a fait, quoi. D'ailleurs, mon père ne l'a jamais fait. Bref, l'interview a tourné court, ça a donné lieu à une espèce de petit incident quasi diplomatique dont on a parlé des années ensuite. Je n'ai pas écrit une ligne sur Ennio Morricone. 10 ans sont passés, je peux m'autoriser à dire, maître, que voilà, comme compositeur, vous êtes un as, mais comme personne, vous n'êtes personne. Intermède. Et on va rester... Voilà, ça c'est fait. Et on va enchaîner, on va rester... L'actualité des sorties nous permet de rester dans la même époque, donc les années 40, la guerre. Cette fois-ci avec un film d'une autre ambition artistique. Non pas que j'enlève des mérites à Christian Carion, loin de là, mais il s'agit du Fils de Saul, de Laszlo Nemes, un film qui avait été présenté à Cannes, dont il est reparti avec le Grand Prix. Voici des images qui ne sont pas la bande-annonce, mais un extrait du film, car il permet de rentrer dans cette proposition de cinéma très,
très forte et très sèche. Nebudź je wiele wiód. Hogy így? Nem. Raus. Rokonod. Akkor is. Nincs rá szükséged. De a főnökének van. Hova valósi vagy? Udvarra. Ugyanolyan rab vagyok, mint te. Este kapsz 5 percet, hogy egyedül lehess vele. De a végén ugyanúgy elég a többivel. Mi a neved? Aztán ciao. Le fils de Saul de Laszlo Nemes, présenté à Cannes l'année dernière. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film qui au départ inquiétait un petit peu Thierry Frémaux, programmateur, délégué général du festival, enfin qui inquiétait, lui il l'a apprécié tout de suite, mais qui inquiétait parce qu'il se disait que sa réception pouvait donner lieu à de mauvais débats. Pourquoi? Parce que le sujet c'est la Shoah, c'est une époque délicate. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette manière d'aborder cette période de l'histoire? C'est vrai qu'on peut comprendre avec un tel sujet, et puis une réalisation très carrée, très froide, très proche du personnage qui ne le lâche pas. Peut-être qu'on peut dire un mot sur le personnage et sur le pitch, puisque là on est rentré directement dans l'extrait, mais qu'on ne dévoile pas, on ne raconte pas un petit peu ce qu'est la trame de Fils de Saul. Nicolas peut-être? Ou Thomas? Allez, mettez-vous d'accord. Mais en fait, voilà, on est dans les camps et les camps sont vus du côté de ceux qui conduisent les gens aux chambres à gaz. Et à partir de là, voilà, c'est sûr que c'est un point de vue qui n'a jamais été offert. Mais comment? C'est une proposition différente, oui. Effectivement, c'est une proposition différente et ça donne lieu à plusieurs scènes qui font froid dans le dos. Et effectivement, ça ne peut pas laisser insensible le spectateur qui se retrouve un peu de l'autre côté du miroir et qui a à faire avec ces visions d'horreur. Mais elles font froid dans le dos sans chercher à comment dire, il n'y a pas d'exhibitionnisme dans ce film. Il n'y a pas de goût du sensationnel. Il y a, parce que c'est vrai que le froid dans le dos, je ne sais pas si tu l'as perçu comme ça, il passe souvent par le son. C'est plus ce qu'on entend qui est horrible que ce qu'on voit. Oui, c'est pas de l'exhibition, quoi. C'est pas de la démonstration. Voilà, on n'est pas là justement pour faire du sensationnalisme et pour montrer volontairement l'horreur, pour faire parler, pour créer justement ces polémiques-là. Et c'est le piège justement que je pense qu'il évite et qui a fait d'ailleurs de toute façon qu'il a été très apprécié et très bien reçu. Il y en a beaucoup qui le voient comme Oscar du meilleur film étranger. Il fait figure de favori, même si moi personnellement je préférais que ce soit Mustang. Oui, c'est un autre genre et un autre calibre. C'est tout à fait différent. Mais voilà, non, je pense que c'est un film qui est à voir et à découvrir. Un film à voir et à découvrir, Le Fils de Saul, Laszlo Nemes. Un film, est-ce qu'on devine la dimension un peu, le caractère pédagogique aussi du film? Est-ce que c'est un film... si vous étiez instituteur, tiens, par exemple, si vous étiez prof des écoles, est-ce que vous emmèneriez vos élèves voir un film comme ça? C'est dur de se projeter dans cette situation. Non, c'est un sujet beaucoup trop délicat. Je pense que peut-être des enseignants de collège, voire même plutôt de lycée, pourraient utiliser ce film à des fins pédagogiques. Il est quand même beaucoup trop difficile pour des enfants à percevoir et c'est pas le rôle
qu'on doit avoir à un âge un petit peu un peu jeune, disons peut-être des adolescents, plus lycée, quoi. Effectivement, parce que c'est très délicat, forcément ça renvoie quand même ça touche à l'humain, donc c'est quand même très délicat d'arriver à analyser, de parler d'un tel sujet en sortant de l'émotion. On est dans l'affect, donc c'est difficile de pouvoir traiter un tel sujet sans être préparé. Et sans être apte à le recevoir. Très bien, on s'offre une minuscule transition pour parler d'une femme adultère. Madame Bovary. Madame Bovary. Emma. Combien de versions d'Emma Bovary au cinéma, d'après le roman classique, d'entre les classiques, de Gustave Flaubert? Pourquoi encore une nouvelle adaptation de Madame Bovary? Ben moi, je vais vous dire pourquoi. Regardez la bande-annonce et vous allez comprendre déjà pourquoi. Please God, let him be the right one. Ut feminem corpore de virile tares carne princip. Stay with me. It is the patient that must find solace in the bed, never the doctor. What is it, madame? I imagined that this would be the happiest time in my life. Emma, you've joined us at last. He's the last romantic left in all of France. I think of nothing but you. I'm married. Madame Bovary, just as everyone said. You really mustn't worry about credit. I can give you some if need be. Madame Bovary, I suppose. You are blessed, my dear doctor. One's duty is to feel what is great, to cherish the beautiful, not accept the conventions of society. Each moment you do not possess what you love is a moment not spent in love. Your debt has become quite formidable. You must begin to pay. This was not meant to be. Who was that? The bailiff. You made me believe that you loved me. Did you think that would be your supplier and your banker until the end of time? You are a wretch! Alors vous avez compris pourquoi ça valait vraiment la peine de refaire un Madame Bovary. Elle est pas belle, mais Mia Wasikowska, vous en doutez? C'est pas votre Moi, c'est pas ma beauté type, non? Moi si c'est plus déjà mon truc. Cette comédienne, je trouve, elle a vraiment quelque chose. Elle a un charme, elle a une sensibilité, elle a un visage qui exprime tant de choses en si peu. Et on sent son petit cœur palpiter sous la... Ouais, moi je trouve qu'elle incarne très bien ce personnage qui est à la fois vulnérable et qui pourtant a un caractère un peu indomptable. Il y a vraiment ce mélange de vulnérabilité de sensibilité et de force de caractère, et je trouve qu'elle apparaît comme une évidence dans ce film. Elle est parfaite dans le rôle, et la relecture qu'en fait Sophie Barthès est assez intéressante puisqu'elle a gardé la modernité de son héroïne, et elle a pris quelques libertés dans son adaptation, c'est-à-dire que déjà au niveau de la temporalité, elle se consacre, elle a réduit l'histoire en 1 an de la vie de Madame Bovary. Il y a des rencontres qu'elle fait qui sont censées intervenir un petit peu plus tard, donc tout est un petit peu plus concentré pour mettre des enjeux plus resserrés dans l'histoire. Il y a quand même une grosse différence, c'est que Madame Bovary est censée avoir un enfant. Elle n'en a pas. Quoi, on a fait un enfant dans le dos à Flaubert, c'est ça. En termes d'adaptation. Et donc voilà, c'est vrai qu'il y a ces petites libertés qu'elle s'est prises. De toute façon, elle savait que l'œuvre est quand même connue d'une grande partie du public, et elle voulait simplement proposer quelque chose d'un petit peu différent, tout en restant fidèle à l'esprit du roman de Flaubert. On pourrait quasiment faire un festival avec tous les films adaptés de... c'est vrai, ça pourrait être une idée. On pourrait trouver une petite quinzaine de films. Ouais. Facile. Et nos camarades de Allociné, j'ose pas dire vos confrères, ont recensé que notre amie Mia a tiré les rôles 19e siècle, puisque... Effectivement. Voilà, c'est son 4e ou 5e rôle. C'est son 5e rôle en costume, on va dire. Oui, elle avait déjà été Jeanne R il y a 1 an ou 2. Donc c'est vrai qu'elle s'empare beaucoup des
des incontournables de la littérature. Oui, vous savez, on a parlé, il existe énormément de versions de cette Madame Bovary. Il en manque encore une, car vous savez quel est le très grand cinéaste américain qui rêve de faire une Madame Bovary? C'est son livre de chevet depuis des années. Non. Eh bien, Woody Allen. Ça serait Et là, ça permettrait peut-être de changer un petit peu de toujours ces films qui nous servent une fois par an, qui pourraient prendre du recul et nous en faire un... Ça pourrait être intéressant, non? Oui. Sauf si, au contraire, il amène Madame Bovary dans son univers à lui. Ce qui serait pas plus mal, parce que je suis pas totalement d'accord avec Thomas. Moi, je trouve qu'au contraire, le film est très bien fait, très bien interprété. Il y a de beaux costumes, tout est beau, tout est bien. Mais je trouve qu'il n'y a pas d'âme, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une patte personnelle qui se dégage. Et c'est là que j'ai du mal à voir, du coup, pourquoi, en fait, cette nouvelle adaptation. Un mot peut-être sur Sophie Barthès, la réalisatrice? C'est son deuxième film, je crois, son deuxième long métrage. Elle avait fait Âme en stock avec déjà, je crois, Paul Giamatti, qu'on revoit dans le film, si je dis pas de bêtises. Oui, et qui est très bien. Et qui était déjà un joli film, une jolie proposition. Donc voilà, moi c'est vrai que je la connaissais de ce film-là. Et j'ai été content de la voir sur ce sujet. Très bien, ben voilà, donc une note sur... allez, on note jamais ici, mais on peut commencer. Une note sur 5 pour Madame Bovary? Sur 5, moi je mettrais 2,5. 2,5, la moyenne. C'est ça, pour la partie bien faite, et puis malheureusement, il manque le plus, quelque chose qui ferait la différence. Moi je préfère être entier, 3 étoiles. Non, ça mérite vraiment le coup d'œil. Et pour le coup, tout à l'heure, tu parlais d'une visée pédagogique. Ça peut être aussi un bon moyen pour des enseignants qui voudraient le faire découvrir à leurs élèves. La lecture. Exactement, voilà. roman. Elle a voulu que ce soit un petit peu plus moderne. Et puis, ils s'identifieront peut-être un peu plus à ces comédiens qu'ils connaissent qu'aux anciennes versions. Très bien. Pour continuer, on va parler du coup de cœur de la semaine. En tout cas, ça sera le coup de cœur de Nicolas, à coup sûr. Le film s'appelle Nous trois ou rien. Déjà la bande-annonce est une promesse. Regardez. Je suis né en Iran, un pays de 33 millions d'habitants. Comment je sais tout ça? Pas grâce à lui en tout cas. Monsieur, c'est où la Belgique? C'est entre là et là. Je m'appelle Ibat. Et voici mon histoire. Mon pays est magnifique, et le roi concerné par son peuple. On a faim! M'en fous. On a soif! M'en fous. Moi j'ai décidé de pas m'en foutre. C'est pas un jeu, Ibat, ils vont le tuer. Mais qu'est-ce qu'il veut? Ce qui vous fait le plus peur. Un requin? Une démocratie. Et c'est là que j'ai rencontré Férichté. Elle est parfaite. Je vais l'épouser. Alors, comme ça, tu as épousé ma fille. C'est quoi cet accent? T'essaies de lui faire peur? Non, ça va, j'essaie de juste... Le chef du parti pense que ça devient trop dangereux pour nous ici. On part quand? Tu partirais sans moi. T'as raison. C'est nous trois ou rien. Je suis désolé pour tout ça. Je te remercie pour tout ça. Notre histoire a commencé en Iran. Et elle se terminera en France. À bientôt, à bientôt. Salut les connards! Bienvenue au quartier nord de Pierrefitte. C'est votre centre. C'est à vous tout ça. Férichté, j'aimerais que tu fasses de la sensibilisation médicale. Starfallah. Tu vas pas demander pardon à Dieu à chaque diapo, c'est de la biologie. Alors Starfallah, la biologie. Pourquoi Ibat il est parti en prison? Il s'est battu! Papa, je voulais vous dire qu'on va rester en France finalement. Faites ce que vous avez à faire. Soyez heureux. Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ce film n'est pas inspiré d'une histoire vraie. C'est une histoire vraie.
Nous trois Auréens de Queyron, je sens vos yeux embués de larmes quasiment. Là, je trouve que le film, c'est pas un coup de cœur, le film, c'est un coup de foudre. On savait pas trop quoi s'attendre. Voilà, un comique qui vient du Jamel Comedy Club, on l'a un petit peu vu dans Bref. Donc, tu parles du réalisateur, voilà, Queyron. Donc Queyron, qui joue également dans le film. Voilà, c'est son premier film, il raconte une histoire personnelle, on savait pas vraiment trop à quoi s'attendre. Et il nous a livré un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Le film est beau, le film est très drôle, très émouvant. C'est une belle leçon d'humanité, c'est une belle leçon de vie. Il raconte le parcours de ses parents, c'est une grande fresque. Oui, donc ses parents iraniens, qui ont eu maille à partir d'abord avec le Shah, puis avec Khomeini. Et qui du coup finissent en France, comme beaucoup. Voilà, donc en fait c'est un peu l'anti-Dipan. On a eu Dipan de Audiard qui était très dur, très sombre, etc. Lui, il arrive à trouver un moyen de parler d'un sujet qui est grave, mais avec beaucoup de légèreté. Tous ses personnages sont magnifiques, il en parle avec beaucoup de tendresse, etc. Et je trouve qu'au final, on a l'impression de voir Pagnol. On a l'impression de voir du Pagnol qui ressuscite. C'est une belle comparaison. Très. Non, mais c'est assez juste. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment tendre, de vraiment drôle. C'est léger, en même temps c'est profond, c'est toujours intelligent. Et puis c'est une très belle déclaration d'amour qu'il fait à ses parents, qu'il fait aux femmes. En l'occurrence, sa mère, qui est interprétée par Leila Bekti, qui est exceptionnelle. Oui, Leila Bekti a raconté comment elle avait eu l'occasion de rencontrer la mère de Queyron. Tout à fait. Pour nourrir un petit peu le rôle de petits détails qui font la différence à l'écran. Oui, c'est ça. Ses parents étaient très impliqués. Ils ont été souvent sur le tournage pour raconter directement aux acteurs leur histoire, etc. Et voilà. Et le film est vraiment... C'est surtout qu'il est très très drôle, très émouvant en même temps. On passe du rire aux larmes en un tour de doigt. Enfin, c'est vraiment très très beau. Et c'est vraiment le film à voir au cinéma au mois de novembre. Si vous voulez être sûr de ne pas perdre 10 € pour rien dans une place de cinéma, il faut aller voir celui-là. Bah voilà, qui est clair. Et je pense que si le bouche à oreille, si le ressenti est celui-là, c'est un film qui peut aller très loin jusqu'à Noël et au-delà. Justement, sur cet humour, je soulignerai juste une phrase, et c'est la maman de Queyron, donc cette dame iranienne qui racontant, qui dit qu'il l'a confié à Leila Bekti. Elle dit mais comment on aurait pu survivre sans pouvoir rire des situations que l'on a vécues. Et visiblement c'est ce que traduit très bien le film et ce que vous avez très bien transcrit et fait passer à votre tour. C'est pas mal de vous voyez, de tutoyer un coup, cette espèce de distance semi-brechtienne que j'arrive à établir avec vous, chroniqueur chéri. J'aime bien, ça c'est quelque chose qui ne ressemble qu'à nous, j'ai l'impression. Allez, on démarre sur les chapeaux de roue, mais là je ne pouvais pas faire plus mauvais et plus évident pour vous lancer le film suivant. Il s'agit de Steve McQueen, The Man of Le Mans. I've always wanted to shoot a motor racing picture because it's always been something close to my heart. I sometimes thought, well, maybe I shouldn't do it. When something is close to you, you have a tendency to become too much a perfectionist with it. And I don't think there's any race driver that could really tell you why he races. But I think he could probably show you. He was not Hercules. He was Icarus. Steve wanted to fly so high, and he didn't quite understand the point where the wax starts to leave your wings. Steve McQueen, dans les années 60, était... pour le grand public, avec Paul Newman, avec d'autres, le très grand acteur de son époque. À qui vous pourrez le comparer aujourd'hui? Qui serait, je pense à des gens de 15-20 ans qui vont au cinéma, qui n'ont jamais entendu parler de Steve McQueen. C'est qui? C'était le Brad Pitt de l'époque, Clooney?
clowner éventuellement, la classe, la beauté, le talent, le charisme surtout. Alors que raconte ce film ? Que raconte ce documentaire ? Ouais, en fait, c'est un documentaire sur l'histoire du tournage du film Le Mans. Steve McQueen a toujours été passionné par les courses automobiles. Il rêvait de faire un film qui montrait cet univers-là, lui qui faisait lui-même des courses. Et voilà, il s'est lancé dans un projet sans scénario. Il s'est dit que ça viendrait tout seul au fur et à mesure du tournage. Et malheureusement, il a été complètement bouffé par sa passion parce que le tournage est devenu une catastrophe. Oui, c'est devenu un tournage... qui a duré des mois et des mois, qui n'en finissait pas. Il n'y avait toujours pas cauchemar. de scénario. Voilà, il s'est laissé manger. Voilà, il s'est laissé manger par sa passion. Et ça a énormément égratigné l'homme. Ça a beaucoup fait tort au film, même si au final, il est très très bon. Parce que Le Mans est un très très bon film. Mais voilà, c'est un film qui à la fois est le film le plus personnel de Steve McQueen, le film qui montre ce qu'il est, et en même temps le film qui lui aura fait beaucoup de tort, je pense. Et donc, quel regard apporte ce film aujourd'hui sur le passé ? Je crois que le fils de Steve McQueen, Chad McQueen, a contribué à l'œuvre. Enfin, tout à fait, il participe. Ce qui est bien, c'est que ça nous permet à la fois de voir comment s'est passé ce tournage, presque comme un thriller, parce qu'il y a vraiment un suspense incroyable. Et en même temps, il le replace bien, le documentaire replace bien le film dans l'histoire de Steve McQueen, dans la vie plutôt de Steve McQueen. Du coup, voilà, il y a un mélange des deux, la vie personnelle et en même temps ce tournage, qui est vraiment passionnant. Le documentaire est très très bon. Il y a une recherche sur les archives qui est incroyable, avec des archives inédites qu'on n'a jamais vues de Steve McQueen. C'est une totale réussite pour les cinéphiles. Très bien. Allez, on va changer de mode de transport. On va quitter la voiture pour la fusée spatiale. Parce que le dernier film dont nous allons vous parler est un trip, au sens propre du terme. The Visit, une rencontre extraterrestre de Michael Madsen. Attention, ne pas se tromper, il ne s'agit pas du Michael Madsen que vous aviez vu chez Tarantino, mais d'un Michael Madsen, documentariste danois, aux volontés très particulières. Image. This is a little psychologically overwhelming. Makes me wonder exactly what I'm maybe facing here. This is a completely unprecedented event. The longer we don't know, the greater the fear of our people. So we're talking here about a spacecraft with intelligent life. Did you come here to learn about us? Did you come here knowing about our existence? The one thing we need are facts. Are they here to... We can't cope with the unknowns. We need to understand. I can feel that my pulse is slightly elevated. Do we talk about parts of ourselves that we're not very proud of? There are no rules or procedures. I've started to doubt what I'm seeing. Some of our media may call this an invasion. You're not giving anything back. The simple question, what does it mean? Simple question, what does it mean? It's an interrogation. There is something else with me. The Visit, une rencontre extraterrestre. Nous ne sommes pas seuls, ça vous l'aviez déjà compris. Mais en quoi ça fait avancer le schmilblick ? Alors c'est vrai que c'est un peu déroutant. Concrètement, Michael Madsen... Documentaire, pas documentaire ? Alors c'est un docu-fiction. Vrai, faux ? C'est un vrai docu-fiction. Où est la frontière ? En fait, il imagine ce qui se passerait de façon très sérieuse si des extraterrestres débarquaient demain. Donc il va à la rencontre de scientifiques, il imagine comment les politiciens écriraient leurs discours d'annonce, etc. Donc on est vraiment dans le pur docu-fiction. Et les extraterrestres vont sans doute pas débarquer demain. Mais voilà, il se positionne si ça arrivait et nous montre exactement comment ça se passerait. L'idée est très intéressante, le film est très intéressant, il montre des choses très intéressantes. Le problème, c'est qu'il est assez ennuyeux à regarder, puis il y a
cette recherche du plan joli en permanence, etc. Oui, on sent qu'il a vu et revu 2001, Odyssée de l'espace. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Après, ce qui est bien, c'est qu'on comprend avec ce docu-fiction pourquoi le cinéma montre toujours les extraterrestres comme des envahisseurs qui vont nous détruire. Et l'idée est très bonne. Voilà qui est dit et clair. Allez, c'est terminé. Juste un petit coup de cœur en 2 mots. Un petit coup de cœur qui est sorti, c'est Fascinante Beauté, ça s'appelle Le Souffle. C'est magnifique. Voilà, si vous voulez voir de belles images avec une histoire prenante et captivante et ressortir subjugué, c'est ce qu'il faut voir. C'est sorti la semaine dernière. Très bien. Vidéo. Et avant de vous quitter, voilà, sachez que cette émission, vous pouvez la voir, le revoir via le podcast de Watch. Et puis Twitter, n'hésitez pas, envoyez, réagissez, soyez de mauvaise humeur comme nous parfois, soyez adorateurs si vraiment vous estimez que ça en vaut la peine, mais dites quelque chose, bien, pas bien, il en restera quelque chose dont on tirera profit. Salut, à la semaine prochaine.